Salut, si t'es tanné du système actuel puis t'as envie de réfléchir à des modèles alternatifs comme l'économie sociale, que ce soit en revoyant notre relation au territoire, en voyant comment l'économie sociale peut internaliser un peu des coûts sociaux ou environnementaux qu'en ce moment le système capitaliste perpétue en fait négativement. Mon nom c'est Rosalie Thibault, je suis coordinatrice aux communications du Lège Jeunesse du chantier d'économie sociale. Puis on peut écouter ça ensemble tout de suite. Merci d'être là avec nous autres au podcast de l'économie sociale, du chantier de l'économie sociale de la jeunesse, en fait, dont je fais partie. Rosalie Thibault, c'est mon nom. Et puis, j'aimerais ça avoir une petite discussion avec vous sur justement les liens entre l'écologie puis l'économie. Mais avant tout, peut-être vous présenter Maude et ensuite Nathan. Bonjour Rosalie. Moi, c'est Maude. Je milite en écologie depuis plusieurs années dans différents dossiers. Je participe au mouvement féministe aussi, Perspective écoféministe. Je suis maraîchère, puis mon ancrage d'analyse est au niveau notamment des perspectives écoféministes. Puis Nathan, c'est plus du côté de la finance, je pense. Oui, bonjour Rosalie, merci pour l'opportunité. Donc moi, c'est Nathan Cohen-Fournier, je suis chargé de cours en économie sociale à l'Université de Montréal. Et en plus de ça, au cours des dernières années, j'ai développé une spécialisation en finance sociale, donc une quête là, de redéfinir notre lien avec la finance, avec l'argent, comment l'utiliser comme un outil de retombées positives. Puis c'est ça, donc toujours aussi en train d'essayer de recréer les lieux de la finance puis de l'économie comme des lieux de créativité aussi, des lieux d'entraide, de soins. Puis donc c'est là où j'essaie de tisser ces liens entre créativité, entre le chant, l'écriture, puis des milieux plus traditionnels que peuvent être la finance. Bien, c'est justement ça qui est intéressant de faire les liens entre l'économie puis l'écologie parce qu'on les connaît comme des choses séparées puis des fois en opposition même, alors qu'ils se définissent l'un et l'autre. Donc, j'aimerais savoir comment vous voyez justement ces relations-là entre l'économie puis l'écologie dans leur définition même, peut-être même à la racine étymologique. Je sais que Maude, tu m'avais parlé économie, écologie. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être approfondi là, d'un point de vue philosophique plus large, puis d'autres gens l'ont fait, mais c'est la même racine éco, ça s'entend, notamment parce que c'est lié à l'habitat, à la maison, l'habitat, la gestion, la science de l'habitat. C'est là qu'on a construit le terme écologie, puis ça a ça de commun avec l'économie, puis les différentes formes économiques, parce que là, on est dans une forme économique qui est une économie capitaliste, qui est dans sa phase néolibérale, financiarisée, machin. Mais il y a d'autres formes économiques qui existent, puis le mode économique qui est incarné par les sociétés détermine beaucoup sa relation avec l'habitat, avec l'univers écologique dont nous sommes, que nous habitons. Parce que l'économie, justement, c'est comme... Moi, étant économiste de formation, je l'ai appris comme étant plus un mode d'organisation, justement, entre les uns et les autres, par rapport même au territoire. Je sais pas, toi, comment tu l'interprètes, justement, cette relation-là entre l'économie et l'écologie? Oui, bien c'est ça, si on revient à l'étymologie, c'est ça, c'est oikos du grec qui veut dire, qu'on dit éco aujourd'hui, mais qui veut dire maison. C'est la gestion, puis l'étude de la maison. Donc, l'économie, la gestion des ressources, puis l'écologie, l'étude de comment on utilise cette maison-là ou les ressources dans cette demeure. Fait que c'est sûr que moi, j'aime le mot que vous avez toutes les deux dit, c'est le mot de relation. C'est comment on entre en relation avec les autres, comment on entre en relation avec les ressources puis le monde naturel autour de nous. Puis c'est ça qui va définir ensuite beaucoup de comment les sociétés vont venir à croître ou à se transformer dans le temps. Puis cette relation-là, en fait, c'est comme l'ancrage même, c'est au territoire. Puis c'est pour ça qu'on voulait aborder ce sujet-là, territorial. Ça peut pas être abordé sans parler des différentes sortes de relations qui existent au territoire. Ça n'a pas toujours été comme scellé en ce moment avec le système capitaliste néolibéral, extractiviste de l'exploitation des ressources. Mais ça vient plutôt, d'une forme de colonisation. On peut pas parler du territoire sans reconnaître que c'est des territoires non cédés où est-ce que les Européens sont arrivés pour exploiter le territoire, pour après exporter des ressources et enrichir d'autres nations, puis accaparer même ces ressources-là.
Donc, il y a vraiment cette histoire-là qu'on traîne avec nous. Puis, la question que j'aimerais vous poser, justement, c'est comment on se détache de cette relation-là au territoire qui est très au niveau des ressources puis de l'exploitation des ressources. Puis c'est quoi un idéal de relation, justement, avec la terre? Je commencerai par parler de la dette. On parle beaucoup de la dette ces temps-ci, là, la dette nationale, que ce soit... Ouais. Puis il y a toute une panique là, autour de la dette, qu'on ne sait pas trop on la doit à qui, en fait. Puis qu'est-ce que c'est, puis qui c'est qui attend donc bien après cet argent-là. Mais le fait qu'on ait eu une forme de relation extractive, des phases coloniales, différentes phases capitalistes et tout, ça fait qu'on a accumulé des dettes coloniales, des dettes écologistes, des dettes liées à tout le processus colonial, incluant les Caraïbes, incluant l'esclavagisme. Il y a toute une dette historique envers des peuples, envers des écosystèmes, envers des Suds, qui continue de s'accumuler. Ça a commencé dans le passé, mais ça a toujours continué de s'accumuler. Le système actuel, il carbure pas juste au pétrole non plus. Il carbure aussi à l'exploitation de la misère à travers le monde, à du travail, des fois symboliquement salarié, mais... Fait qu'on a tout un ensemble de dettes qui me semble, à moi, beaucoup plus pressante de reconnaître et de voir comment on les répare, comment on travaille dans une perspective, puis comment on cesse de les aggraver. Puis comment, avec les personnes qui les subissent, on peut figurer des manières de réparation, de guérison. Avec les écosystèmes, c'est tout un autre paradigme à explorer, mais... Puis la notion de dette n'est pas nécessairement monétaire, là. Non, absolument pas monétaire. C'est ça. Exact. On parle de dette comme, on a même de la misère à savoir comment que ça nous implique, là, mais c'est que monétaire, puis c'est par rapport à l'inflation, puis là, on va parler de ça, mais on parle pas nécessairement de la dette sociale, la dette écologique, qui sont en fait des externalités au point de vue économique, là, théorique, là. Je pense que c'est un peu plus là-dessus que toi, tu étudies justement l'économie, c'est d'essayer d'internaliser les externalités ou... Oui, bien c'est sûr que si on regarde l'économie d'aujourd'hui, clairement, on vit dans un système économique qui externalise beaucoup des coûts. Donc, quand on parle d'externalité en économie, c'est ce qui peut être comme des déchets, de la pollution, comme tu parlais, Maud, toute la misère humaine qui peut être externalisée, donc de payer des personnes à un salaire de misère ou ne pas les payer du tout. Bien, comment notre système économique externalise beaucoup des coûts, que ce soit les coûts environnementaux ou des coûts économiques. Puis souvent, ça va se faire quand on est capable de se distancer des modes de production. Donc, quand on se distancie physiquement, c'est-à-dire que je vois pas la rivière qui est polluée, je vois pas la montagne qui est décimée, je suis pas en relation avec ce territoire-là. Ça va faire qu'on est capable de créer cette distance-là où la relation qui est intrinsèque entre l'humain et son environnement ou entre humain et humain, bien, elle devient comme brisée. Et à ce moment-là, bien, c'est ce qui est en train de se faire qui se multiplie, là. Puis c'est beaucoup aussi ce qu'on vient préconiser avec l'économie sociale. Je pense que c'est de retourner plus sur la gestion des territoires, sur les territoires par les communautés qui habitent le territoire. Ouais. Mais est-ce que c'est justement quelque chose qui peut faire refaire cette connexion-là, justement, au territoire sur lequel on habite, d'avoir des coopératives, par exemple, ou plus de favoriser l'économie sociale? Je pense que ça a le potentiel de le faire, qui est important qu'on attribue certaines conditions, si on veut, parce qu'on repart pas de zéro. On peut pas dire, OK, à partir de maintenant, on aura des meilleures relations, on efface le passé. Ça marche pas comme ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a une reconnaissance, puis la reconnaissance des dettes, puis la reconstruction à partir de ça, c'est oui, construire des relations réciproques, mais c'est aussi des relations de réparation. Puis là, il y a tout un autre... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions politiques complexes et importantes liées au territoire, liées au peuple. Il y a quelque chose là qui va être ambitieux, qui va être riche de malaise, mais dont on va sortir grandi, j'ose espérer. Mais si on veut passer à des relations saines avec les territoires, bien, ça nous engage à faire face
à cet ensemble de cumul historique-là et à s'engager dans des relations réciproques qui vont avoir un impact aussi sur ce que nous, on peut s'approprier, de prendre ce qu'on a besoin, de tout l'utiliser, d'honorer autrement, puis potentiellement de se réjouir, d'avoir beaucoup plus de gratitude pour une empreinte, puis beaucoup plus humble de ce qu'on prend des territoires. Bien, je retiens beaucoup le terme de réciprocité parce que si on veut aller dans un idéal, justement, après avoir un peu déconstruit notre relation extractiviste, vers quel genre de relation au territoire on veut avoir? C'est-tu de réciprocité envers le territoire, ça peut ressembler à quoi, par exemple? Dans toutes les civilisations, puis encore aujourd'hui, l'être humain va utiliser des ressources pour survivre. Après, c'est comment on utilise les ressources nécessaires à nos besoins, puis non pas à, disons, des choses qui ne sont pas nécessaires à notre survie. Donc c'est un peu cette... En vivant, on va créer nécessairement des externalités. Ça, l'idéal n'existe pas de par comme juste le fait qu'on est sur Terre. Fait qu'il faut juste être conscient de ça, puis entrer dans une dynamique qui est plus une dynamique d'interdépendance, plutôt d'extractivisme. Puis c'est là où je trouvais une définition de l'économie que je trouvais vraiment intéressante, qui est d'une chercheuse atikamekw, Karine Awashish, que je vais vous partager ici. Puis Karine, elle nous dit que l'économie n'est pas figée, c'est un espace dynamique qui se transforme, car c'est un moyen d'action qui détermine les relations avec les autres. Donc on revient avec cette idée centrale de relation. C'est un lieu de créativité où l'on peut aussi organiser et ajuster ses relations. Donc, elle nous parle, Karine, elle nous parle de ces liens, par exemple, qui peuvent être aujourd'hui des liens de compétition, mais qu'on peut aussi voir comme des liens de complémentarité ou des liens de domination. Tu sais, on parlait d'extraction, de domination, ou des liens d'interdépendance ou de dépendance à l'un à l'autre. Fait que c'est comment, justement, on ajuste ces relations-là, puis ça va venir comme amener une autre perspective à notre utilisation du territoire qui va se faire comme nécessairement. Puis dans les modèles d'économie sociale, est-ce qu'il y a des exemples auxquels on peut se rattacher, qui sont concrets, qui sont ancrés sur le territoire, puis qui ont cette relation-là, justement, d'interdépendance, ou pour laquelle on pourrait avoir un idéal, par exemple? Moi, T'as pas d'exemple? Non, moi, ça serait plus Nathan qui en aurait. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a plein d'exemples. Moi, je pense, je regardais avant aujourd'hui certaines statistiques, puis on voit qu'au Québec, c'est 75% des entreprises d'économie sociale qui sont gérées à un niveau local ou régional. Fait que déjà, tu as juste ce lieu de proximité. Okay? Fait que ça fait que c'est le fait que des communautés s'auto-gouvernent, ou des communautés vont avoir une gouvernance qui leur est propre pour répondre à leurs besoins ou à leurs aspirations. Fait que déjà, juste là, il y a comme une logique qui change. Puis ensuite, au niveau territorial, c'est sûr que moi, j'ai travaillé à Kuujjuaq pendant 3 ans, donc j'ai un lien que j'ai développé dans le temps avec les communautés inuits. Puis les communautés inuits ont été pionnières dans le développement de coop et de modèles d'économie sociale. Donc, il y a la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. Puis, tout récemment, un projet hydroélectrique à Inukjuak qui a été développé par et pour les Inuits sous une forme OBNL. Puis je trouve que ce projet-là, pour moi, il parle beaucoup de justement cette alternative économique. Parce que ce projet, cette communauté Inuit l'a commencé en 2006. Ils viennent se faire, on est en 2024. Donc, c'est presque 20 ans pour développer ce projet-là. Puis, pendant longtemps, la barrière, ça a été Hydro-Québec qui voulait développer une centrale hydroélectrique plus grosse. Puis la communauté Inuit disait, mais on n'a pas besoin de produire autant d'électricité. Pour notre communauté, on n'en a pas besoin d'autant. Ça revient aux besoins, de revenir aux besoins. Oui, puis Hydro-Québec, eux, leur logique, c'est-à-dire, bien, la rivière a telle capacité, il faut l'utiliser à son maximum. Puis des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui là-bas, disent, mais c'est pas eux qui vont boire l'eau de la rivière. C'est pas eux qui vont l'utiliser, c'est pas eux qui sont proches de cette rivière-là. Fait qu'on parle encore de cette proximité-là, puis ce lien au vivant, tu sais. Puis finalement, le projet se fait, puis je trouve que c'est un projet incroyable, tellement un beau projet pour la communauté. Puis ils vont avoir une centrale hydroélectrique qui va avoir des... Tu sais, c'est pas parfait, il va y avoir des externalités, ça va créer certaines réalités pour la rivière, mais de manière à les minimiser le plus possible, tout en répondant aux besoins d'énergie et aux besoins de cette communauté. Donc, revoir justement aussi, quand tu dis notre lien au vivant, je pense surtout à
au fait de vivre en région, par exemple, toi, tu travailles la terre, tu as vraiment un lien, un contact direct avec les plantes, avec juste la nature autour de toi. Comment tu vois justement cette relation-là qui est avec le vivant en tant que maraîchère? C'est riche d'enseignements. Puis je pense que c'est là où on a tendance à chercher, tu sais, ce qui serait la forme économique idéale, comme la nouvelle affaire qui va être là pour toujours et la meilleure affaire. Puis je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de se laisser transformer par des relations. Si on retisse des relations avec des communautés, avec le vivant, on doit se laisser transformer par ces relations-là. Puis ça va générer un point de départ différent duquel on va envisager les modèles économiques. Je pense qu'on n'est pas équipé en ce moment pour l'imaginer vraiment. On a des pistes, mais on doit absolument se laisser transformer parce qu'on va apprendre chemin faisant. Je pense que c'est ça que les plantes m'enseignent parce que j'apprends tout le temps. Mais on parle aussi du vivant comme souvent on réfère plus à l'environnement, mais en tant que tel, c'est justement le vivant, le social fait partie de ça autant. Puis en fait, du côté social, comment justement on est capable de retourner à la communauté qui est de proximité, puis c'est dans des régions qui sont plus éloignées où est-ce qu'on va perdre des services de proximité, justement. Ça va être difficile de continuer à habiter ces régions-là, puis continuer à sentir avoir un sentiment d'appartenance au territoire si tu te sens un peu délaissé au niveau comme plus national, tu sais, ou à l'échelle plus globale. Mais est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, où est-ce que la communauté peut se rassembler puis décider de comme, OK, on se remet ensemble pour réhabiter ce territoire-là, puis d'avoir plus de services de proximité par des coops, par exemple. Moi, je crois beaucoup à se faire comme projet collectif, l'alimentation gratuite, par exemple, dans les écoles, comme quelque chose de structurant pour un territoire, à la fois pour stabiliser les cultures des maraîchers, maraîchères qui vivent beaucoup d'instabilité, beaucoup de stress, pour offrir de la nourriture de qualité, peu importe le niveau de revenu des jeunes, pour assurer des circuits qu'on va être content d'avoir dans 10, 15, 20 ans, ces circuits courts-là, apprendre à travers ça, soulager même les parents, élargir ça. Mais je pense que assurer la subsistance de la collectivité, d'être nourri de nos territoires et de les nourrir, amorcer ça. Je pense que l'angle alimentaire est particulièrement propice. Après, c'est sûr que j'ai un parti pris comme gourmande et comme maraîchère, mais on fait ça plusieurs fois par jour. Puis il y a quelque chose aussi au niveau de l'audace, de la confiance collective, parce que c'est un gros pas là, de changer d'économie, de sortir du pétrole. Ça génère un certain vertige, là. Fait que de générer de la sécurité autour du fait qu'on va manger, puis que ce sera pas juste du kale, puis ça va être correct, puis ça va être bon, puis... T'as pas juste du kale. Ben, c'est important, tu sais. Je pense que c'est une des clés pour se générer plus d'audace puis plus de courage pour aller de l'avant, puis que certains modes qui ont été développés au sein de l'économie sociale sont particulièrement propices à soutenir le déploiement de ce genre d'initiative-là. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, bien c'est ça. En lien avec les services de proximité dans les petites municipalités, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que il y a 50 ans ou 100 ans, on s'en foutait. C'était pas comme, est-ce que c'est une entreprise d'économie sociale? Est-ce que c'est une entreprise? Non, c'était comme il y avait le dépanneur ou l'épicerie générale qui était là. Puis c'était pas une question de dire quel modèle économique est derrière ça. C'était juste de dire, on a quelque chose qui répond à nos besoins. Puis aujourd'hui, l'économie sociale se positionne comme étant un vecteur de réponse à ces besoins parce que le marché privé s'est retiré graduellement parce que la profitabilité ou les éléments de profitabilité n'étaient pas là. Puis je regardais il y a un article qui est paru récemment qui montrait que les petites communautés, les municipalités de moins de 1000 personnes au Québec, le nombre de municipalités sans service de proximité a doublé dans les derniers 10 ans. Fait qu'on voit que au fur et à mesure qu'on continue dans notre modèle actuel, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une dévitalisation. Puis, je veux dire, on va en Côte-Nord, tu vas en Gaspésie, tu vois le nombre de maisons à vendre, c'est sûr qu'il y a un vieillissement de la population. Il y a plein de facteurs qui viennent jouer là-dedans. Mais je te donnerai l'exemple, par exemple, si vous êtes déjà allé sur la Côte-Nord, Bill Johan Beats,
petit village vraiment avant Natashquan. Tu arrives là-bas, puis il y a une coopérative qui s'est remise ensemble pour la communauté. Elle dit, la station d'essence a fermé. On va se remettre ensemble, on va développer une serre pour répondre à nos besoins, pour créer une sorte d'autonomie alimentaire. Mais c'est juste une question de dire, OK, on se met ensemble pour créer quelque chose, là, pour avoir l'audace de se donner les moyens. Parce qu'à un moment donné, la question, on dirait qu'elle se pose même plus. Là. Moi, je viens du coin de Saint-Camille, puis c'est même pas on va faire de l'économie sociale, c'est on veut justement se nourrir puis d'être en santé, puis prendre soin de notre territoire pour que nous, on soit en santé, que notre territoire soit en santé. Fait qu'on va se mettre ensemble pour faire un projet. Ça vient plus comme naturellement, je pense, quand cette proximité-là au territoire. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Lourdes. Bien, je trouve que la question des dévitalisations, tout ça, Oui. peut faire réfléchir dans le contexte d'imaginer. Puis c'est pas facile, là, on tombe dans une phase où il y a beaucoup d'imprévisibles. C'est difficile. Je crois à la planification, mais les climats, les ci, les ça font en sorte qu'on ne peut pas prévoir là, à la minute près. T'sais. Mais dans les tendances lourdes, à moins qu'on soit des monstres, on devrait accueillir des personnes qui vont quitter des zones qui deviennent inhabitables, qui sont en train de devenir inhabitables. C'est en cours, c'est déjà le cas, ouais. C'est amorcé, c'est déjà ça. Les mouvements de population sont déjà amorcés. Il y a énormément aussi d'injustices puis de modulations qui font en sorte de qui doit bouger ici et ça. Donc, la composition de la population, puis la quantité de gens qui vont être ici, puis comment on va habiter les territoires, puis les défis de vieillissement de la population conjugués aux défis migratoires, conjugués à toutes ces choses-là. Si on veut pratiquer de la solidarité, puis des formes d'hospitalité concrètes, puis d'être d'une humanité aussi chaleureuse et accueillante que possible dans les défis écologiques, et c'est difficile de voir ce que ça va avoir l'air. Fait que les solutions auxquelles on réfléchit et qu'on mobilise maintenant pour revitaliser les communautés gagneraient probablement à être modulées à la lumière des prospectives migratoires puis des prospectives, des mouvements de jeunesse, des mouvements de population pour accueillir puis être solidaire de ce qui s'en vient. Oui. C'est comme à quel point on s'entête, à quel point on s'obstine. C'est ça que j'aime dans ce que tu dis, Maude, c'est comment on retrouve une forme de souplesse, une forme de flexibilité dans dire, c'est quelque chose qui peut nous aider aujourd'hui, peut-être pour les 20 prochaines années, peut-être pour les 30 prochaines années, puis après, ça va être autre chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voit que notre système social, économique, démocratique est brisé, mais on s'entête à le faire perdurer. Alors, moi, l'économie sociale, ça peut être une super option. Moi, je dis, habitons-la, essayons-la, donnons-lui une chance. Après, est-ce que ça va être ça pour la suite? Who knows? On ne sait pas. Puis après, ça va être de justement garder sans cesse cette espèce de roue qui change, qui se transforme, puis comme tu dis, avec la Terre, de se laisser transformer. Et ça, ces modèles-là, ils se laissent transformer. Puis même nos modèles économiques, sociaux, démocratiques se transforment sans cesse. Mais c'est comme si là, c'est fait plus par résistance ou par obligation que par une réelle intention de transformation positive. Oui, c'est une transformation qui est comme axée autour de la valeur, de la création d'une richesse qui est une valeur qui n'est pas nécessairement bénéfique pour notre santé collective et même individuelle. Là. Non, en fait, c'est que là, ce qui se passe, c'est que les transformations exacerbent les injustices, exacerbent vraiment de manière très grave, creusent les inégalités. Avez-vous l'impression justement qu'on peut la planifier, cette relation-là qu'on a au territoire, puis de planifier justement notre économie par rapport à une relation territoriale? Est-ce que c'est fait même? Je n'ai pas l'impression, moi, qu'on en parle dans l'angle justement des enjeux migratoires, la notion de revitalisation des régions. Est-ce que c'est quelque chose qui est planifié? Est-ce qu'on pourrait le faire, planifier ça? Bien, c'est quelque chose qui est réfléchi au sein des mouvements sociaux, de transition socio-écologique un peu partout, puis dans différents secteurs, on voit que c'est en réflexion, en gestation, en quelque chose, ça mijote. Est-ce que c'est abouti? Peut-être pas. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à aller de l'avant avant que ce soit abouti. Je pense qu'il va faire... Il y a un truc de
planifier, mais sans s'attendre à ce que ça se passe exactement comme prévu, puis planifier au mieux, mais vraiment la notion d'adaptabilité, puis il y a d'autres gens qui vont arriver autour de la table, qu'on sera gagnant d'inclure, puis de recomposer avec ça. Mais ouais, une autre manière aussi de s'organiser où ce ne sera pas le même niveau de prévisibilité, donc une planification différente. Mais certainement, on voit de l'intelligence collective qui essaie de se déployer. Par contre, c'est pas au niveau des politiques publiques actuellement, visiblement. Puis là, les politiques publiques sont en train de mettre en œuvre puis soutenir le déploiement d'infrastructures qui vont nuire à notre possibilité de changer de track, qui vont miner les possibilités de résilience territoriale, puis de tout ça. Fait qu'il y a ça aussi, les mouvements sociaux sont occupés à contrer puis à défendre, puisque les politiques, une partie, en tout cas, le gouvernement en place, va à contre-courant. Ça, c'est un problème en soi. Oui. Puis tu sais, pour répondre à ta question, on entre dans le volet politique, là, tu sais, puis il est toujours là, mais là, pour moi, ta question, elle est principalement politique, dans le sens où on pourrait avoir plein de communautés, des villages, des quartiers où il y a plein de belles coops, des initiatives super tripantes, puis ça se fait, là. Mais tu sais, il y a les limites de ce que tu peux atteindre en habitant la sphère purement économique ou sociale, elles sont atteintes assez rapidement quand tu cherches à justement planifier, à prévoir des flux générationnels puis migratoires dans les prochaines décennies. Bien là, tu entres dans la sphère justement vraiment politique où bien, comment on injecte ces lieux-là d'audace, de créativité, puis justement de différence, de radicalité, là, ou de... En anglais, j'aime le mot, c'est positive deviance, c'est de la déviance positive. Mais tu sais, c'est là où on peut aller. Puis pour moi, l'économie sociale offre juste cet espoir-là de dire, OK, ça peut être une porte d'entrée vers cette sphère politique qui va nécessairement devoir être habitée puis transformée parce que c'est là que le pouvoir décisionnel est. Les décisions en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus concentrées sur justement internaliser les externalités, que ce soit par exemple, des crédits carbone ou faire financer une coopérative dans le sud pour aller aider à construire une maison. Peu importe le type de financiarisation, finalement, pour intégrer les externalités. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait... qui nous éloigne de notre objectif un peu, justement, qui vient plus financiariser notre environnement, notre territoire, puis notre relation avec les uns les autres? Oui. J'aime vraiment qu'on sent l'économiste en toi d'internaliser les externalités. mais 100%, tu sais, un exemple que tu as donné, c'est les crédits carbone. Puis quand on voit maintenant des forêts qui se font conserver, ce qui est une super bonne chose, là, je veux dire, c'est génial, mais la logique derrière, c'est que ces forêts se font conserver parce qu'on ne coupe pas une quantité d'arbres et donc on va générer des crédits carbone basés sur cette quantité d'arbres qui n'est pas coupée. Fait que là, c'est quoi c'est à quel point qu'on s'est rendu pour dire, OK, on veut protéger cette forêt, mais on va créer un espèce de système de produits dérivés financiers pour arriver à cette logique-là. Puis c'est encore une fois de mettre une valeur monétaire sur la terre. Fait que c'est comme... Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Bien, sûrement que dans le cadre actuel, on peut dire c'est mieux que rien, mais en même temps, ça fait juste amener une relation. On poursuit dans cette espèce de relation extractiviste. Donc, ça ne change pas la relation, ça fait juste changer le focus. Ouais. Moi, je pense que c'est pire que rien. C'est pire que rien parce que beaucoup de ces mécanismes-là génèrent leurs propres problèmes, sont faits de manière hyper coloniale, puis vont à l'encontre des droits humains des communautés qui les subissent, vont évincer des communautés locales pour protéger la forêt qu'ils habitent depuis. Bref, il y a énormément de problèmes avec ces mécanismes-là. C'est pas étonnant, là, vu les milieux desquels ils émanent. Fait qu'ils génèrent leurs propres problèmes, en plus de générer une solution illusoire, ce qui fait qu'on s'occupe moins bien du défi d'origine, puis ils ne transforment pas les relations. Donc, je pense qu'il y a là plein de bonne volonté de plein de monde, là, j'en doute pas, là, mais il y a un besoin d'honnêteté sur non seulement les limites, mais les problèmes liés à ces pratiques-là. C'est glissant, c'est facilement glissant. Tu sais, comment
on veut essayer, c'est qu'il y a une volonté de préserver l'ordre actuel puis d'essayer de le compenser. Quand je parlais des dettes tantôt, je voulais pas dire de comme compenser, parce qu'on détruit un habitat puis là, on va compenser par recréer cet habitat, cette espèce d'esprit d'équation qui nous mène à une illusion. Là. On n'est pas en train de réparer, là, C'est pas un délire. La réciprocité, là. Non, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut dire par réciprocité. C'est pas les crédits carbone. Mais c'est ça. Je détruis, donc je paye. Ouais, non, il y a quelque chose de profondément malsain là-dedans. Puis c'est important à ce moment-là de mettre des remparts pour que les initiatives économiques d'intérêt ne soient pas instrumentalisées dans cette soif-là qu'ont certaines industries, certains secteurs économiques, financiers, à se compenser, à se dorer leur image, à se verdir en surface. Et que ça prend une immense vigilance pour ne pas être complice de ça en faisant notre petit projet bien smart, mais vraiment d'être dans une perspective de rupture, de changement d'échelle, de transformation de ce qui est, et non en étant le complice pendant Kyoto. Oui, puis ça revient à dire un peu, parce que, tu sais, on s'entend, le marché, pour moi, c'est clair, puis je le dis toujours dans mon cours, le marché n'est pas bon ou mauvais. Là. Le marché n'est pas comme evil de par sa nature, c'est quelque chose qu'on habite puis qu'on construit. Puis, ça revient à dire qu'est-ce qui est à vendre puis qu'est-ce qui n'est pas à vendre. Puis, ce qu'on voit avec cette financiarisation, c'est que le domaine du vendable s'applique de manière de plus en plus large. Puis comment est-ce qu'on peut dire, bien, voilà, une forêt, tu sais, ou la forêt amazonienne, ou tu sais, un milieu naturel vraiment précieux, bien, peut-être c'est des choses qu'on devrait se dire qui sont justement pas marchandisables. Plus sacré. Ou ce que les limites du marché viennent agir ou non sur certaines sphères. Puis c'est là où ça vient changer notre rapport. Puis on le fait sans cesse. Là. C'est pas comme si ces limites-là n'existent pas. On a dit que l'esclavagisme, bien, c'était quelque chose qui est dans notre société. Ici, au Québec, on dit que ça se fait pas. Bon, après, ça peut prendre plein de différentes formes, mais éthiquement, on se donne ces limites-là. Après, comment est-ce qu'on les impose? Puis c'est là où c'est juste où est-ce que le marché peut agir, puis où est-ce qu'il ne peut pas agir, puis comment est-ce que collectivement, on se donne ces espèces de normes communes qui vont comme un peu pas nous diriger, mais nous, tu sais, comme limiter notre conduite. Ces normes communes-là, ça vient nous rapporter aussi à l'aspect de planification ensemble, qui est déjà en marche collectivement, puis qui vient un peu contrer cette espèce de train sans conducteur qu'on a l'impression qu'il y a le marché en ce moment. Ouais. Mais comment justement ces projets-là qui sont concrètement établis en ce moment dans les communautés, des projets de coop, des projets alternatifs justement, comment on peut les mettre à l'échelle puis réellement en faire en sorte que c'est un projet d'ampleur plus grande qui peut réunir plus de gens qui ne sont pas nécessairement dans ta même communauté proche sur le territoire, mais d'un territoire plus grand, justement, comme au niveau du Québec. Il y a quelque chose au niveau d'une posture mentale, qu'il y a la loi du marché. Tu sais, on appelle ça une loi, puis on l'a encadrée effectivement dans un ensemble législatif de lois. Mais c'est pas comme la loi de la gravité, là. Tu sais, c'est pas la même... Pas absolu. C'est pas inéluctable au même degré, là. Fait qu'on peut choisir d'avoir une autre relation à des choses, puis que ce soit pas la relation marché, mais on pourrait même considérer qu'on laisse faire ça. Bref. Ça revient à la rupture. Ça revient à la rupture, puis je pense qu'il y a ça, mais après, tu sais, on peut dire qu'on construit un horizon vers ça. Je crois qu'il est incontournable de retourner au territoire, puis aux relations de réciprocité territoriale. Puis là, il y a tout un travail, tout un ensemble d'ouvrages au niveau de régénération, de décontamination. Il y a tout un ensemble d'ouvrages qui n'ont pas une logique de profit du même ordre que d'autres formes économiques. Ça exige une autre réflexion économique pour lui accorder une valeur. Ça remet en question la notion de richesse. Le système actuel, l'économie, le modèle économique actuel produit plutôt un butin de toute l'extraction, d'accumulation. Puis là, c'est comme si on voulait un partage plus égalitaire du butin. Mais c'est pas ça qui va vraiment générer de la justice. C'est une autre forme de richesse. Fait que ça transforme vraiment la lecture, les éléments qu'on va considérer dans une forme économique, une coopérative ou quoi que ce soit. Puis là, il y a un travail collectif à ce qu'on considère comme de la richesse.
de l'établir, de le célébrer puis de le valoriser. Ça sonne un peu philosophique, mais ça a des impressions très concrètes au niveau des ressources collectives qu'on va attribuer à telle ou telle activité pour prendre soin du territoire, pour prendre soin des gens, pour prendre soin des relations, pour prendre soin des générations montantes futures. Mais ça ramène aussi à plus grande échelle, justement. T'sais, chacun dans notre territoire, on peut s'organiser de la façon qui convient le mieux à la communauté puis à notre environnement, mais c'est plus au niveau collectif. Il faut quand même quelque chose de macro qui nous unit vers une vision commune de richesse différente dans ce que tu proposes, là. Puis il y a aussi peut-être une façon de la calculer, ces retombées positives-là qu'on... Je ne sais pas si ça existe ou si tu travailles là-dessus, justement, par des indicateurs. Justement, en train de travailler là-dessus avec certaines organisations d'économie sociale au Québec. Puis c'est sûr que la question de mesurer, de mesure, d'indicateurs, elle est vraiment épineuse. Parce que à quel point, en mesurant, on se transforme aussi, pas nécessairement positivement. Puis comment ça va justement venir à une mise en performance ou sans cesse chercher cette espèce d'indicateur clé comme tonnes de CO2 émises ou des choses comme ça qui viennent un peu nous sortir de c'est quoi l'économie sociale? C'est l'intangible de gens qui viennent ensemble et qui tissent des liens ensemble. Je veux dire, briser l'isolement, est-ce que tu peux dire, tu peux réduire ça à un indicateur ou le fait de venir faire un repas tous en gang? Il y a comme des choses qui sont difficiles, mais n'empêche, il y a quand même cette volonté-là de dire, OK, on va quand même le faire, l'exercice, parce que c'est une chose de dire, les mesures d'impact, tout ça, c'est de la merde, mais c'est de dire, OK, mais on ne peut pas juste opposer sans cesse. Fait que c'est aussi de dire, OK, comment est-ce que nous, on le ferait? Comment est-ce qu'on peut le réfléchir de manière à limiter, mettons, les dangers, puis à essayer de développer des mesures qui vont être basées sur le contexte, basées sur dire, OK, une entreprise d'économie sociale habite un territoire donné, un quartier, mais comment est-ce que, justement, cette entreprise-là d'économie sociale va être présente là où d'autres, mettons, privés, ne le seraient pas nécessairement? Puis qu'est-ce que ça va amener? Comment est-ce que ça va justement changer les dynamiques dans un certain endroit, à travers le temps? Fait qu'il y a toutes ces réflexions-là qui sont en cours. Je dirais que c'est un processus sans cesse qui va évoluer, mais je pense que c'est intéressant au moins d'essayer. Puis pas juste de dire, l'économie sociale, c'est mieux parce que c'est mieux, puis on est démocratique, puis on fait une redistribution des surplus. Mais c'est pas juste ça. Comment on peut aller plus loin, puis se mettre en lumière davantage, autant dans les forces que dans les faiblesses. Puis amener aussi un argumentaire au système actuel. Quand on voit qu'il est brisé, on peut démontrer, OK, il y a des impacts positifs, puis ça fait peut-être moins peur parce que des fois, de mettre le pied vers l'alternative, puis de se dire, OK, là, j'embarque dans quelque chose d'inconnu, puis je sais pas ça va donner quoi. Mais j'essaie de faire quelque chose de mieux, là. Puis je pense qu'en tant que jeune, c'est souvent ça qu'on essaie de faire à tâtons, de faire des projets comme ci, comme ça, qui vont planter, mais qu'au moins on essaye de changer de quoi, parce qu'à un moment donné, l'impasse de l'immobilisme est comme... on nous submerge, là. C'est comme le mot échouer qui ramène aussi à s'échouer. On s'échoue quelque part. On repart de là, puis c'est comme... Pour moi, tout ça, c'est une question de redonner de l'espoir. Puis comment est-ce qu'on redonne l'espoir en nous, pour les futures générations, tout le monde, là, ensemble, de dire, OK, j'ai espoir que notre système va nous mener à un meilleur demain. Puis aujourd'hui, ce qui est fou, là, c'est qu'on n'a plus espoir. Puis c'est ça qui est malade dans le système actuel, avec toutes les crises qu'on a. On ne croit pas que demain va être meilleur qu'aujourd'hui. Puis on ne croit pas à ça. Puis ça, c'est fucké. Puis il y a comme un contrat social, environnemental qui est brisé, là. Puis ça veut dire que, ça ne tente plus, on est aliéné, on n'a plus le goût. Puis c'est comment on se redonne cet espoir-là, comment on le nourrit, puis comment on le cultive. Mais ça, c'est comme la clé là, de tout ça. Là. On a beau avoir toutes sortes d'initiatives, il faut qu'on ait espoir dans le domaine. Comment l'espoir te nourrit, toi? Je pense qu'on a raison de ne pas avoir d'espoir dans l'élan actuel. Fait que l'espoir, il est vraiment dans le fait de faire le pas de côté, de générer autre chose. Il y a beaucoup d'inspiration à honorer à travers les mouvements historiques ont été en rupture, les suggestions, les propositions, mais aussi les pratiques de différentes communautés marginalisées ou qui ont déjà subi des pertes, des grosses pertes là, pour des gens plus privilégiés. C'est comme la première fois que c'est la fin du monde, mais c'est pas la première.
fin du monde. Je pense que ça aussi, c'est une source d'espoir de honorer de manière comme... La résilience. L'honorer, là, pas l'extraire. Exact. Mais il y a une source d'espoir dans les luttes, l'intelligence des luttes, dans l'intelligence des territoires aussi. Au-delà de même, toutes les autres formes de vie qui sont aussi dans l'équipe d'essayer de vivre. On n'est pas les seuls. Puis, voilà, équipe mycorhize plutôt qu'équipe loi du marché. Mycorhize. Mycorhize. C'est ça. Équipe mycorhize. Ben, je pense que ça conclut notre conversation. Merci vraiment d'avoir partagé puis d'avoir ouvert votre livre avec moi, puis de réfléchir justement à qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre que du cynisme, tu sais, comment qu'on peut justement continuer d'avancer puis de créer plus de rupture, de destruction créative. C'est vraiment ça que j'aspire. Merci beaucoup. Merci aux autres.